Les podcasts de Nouvelle Acropole France. 8e et dernier atelier sur l'alchimie du couple. Conclusion et synthèse. Par Laura Winkler, cofondatrice de Nouvelle Acropole en France, philosophe et écrivain. Enregistré à Paris le 22 juin 2023. Donc, comme on avait prévu depuis les séances précédentes, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un tour d'horizon pour présenter globalement l'ensemble des thèmes sur lesquels on est déjà, disons, parti, ou desquels on a parlé, pour essayer, disons, de garder quelques idées claires, enfin, je l'espère, sur les sujets que je vous ai proposé de partager et qui partent de la reprise d'un petit ouvrage que j'avais fait sur l'alchimie du couple aux éditions Kabedita. Donc, il suit un peu les programmes, disons, enfin, les plans sur lesquels j'ai articulé mon atelier. En fait, en parlant sur cette alchimie du couple, on a voulu expliquer autour du thème, disons, de l'amour, dont certains disent que c'est un talent à cultiver et pas simplement une émotion, que peut-être, une sorte de point d'interrogation, il est possible de, à partir de ces flashs amoureux qui peuvent être un peu les coups de foudre, arriver à faire qu'un couple puisse se construire dans la durée. Donc c'est pour ça qu'on parle d'alchimie du couple, dans le sens qu'il va falloir accepter de passer par un certain nombre de métamorphoses, de transformations, d'épreuves, pour passer, entre guillemets, dans ce qu'en alchimie on appelle, disons, l'œuvre noire, qui sont un petit peu les épreuves du départ, à l'œuvre blanche, qui est déjà une purification, et arriver à l'œuvre rouge, dans laquelle on atteint justement la réussite de cette transmutation de vil métal en or. On verra tout à l'heure, quand je parlerai un petit peu sur la pensée jungienne, comment cela se reflète ou se traduit par rapport au travail intérieur que les individus doivent faire sur eux-mêmes pour justement réaliser un petit peu cet accomplissement en eux-mêmes et dans la relation avec les autres. Alors, je vais un petit peu commencer en partie par la fin, puisqu'en fait, les cycles que j'ai proposés étaient basés sur 3 niveaux, en fait, de réflexion. L'un qui était plutôt les besoins biologiques, comment fonctionnent l'homme et la femme, pour comprendre quand même que la nature, tout en faisant d'hommes et femmes 2 aspects d'une même espèce qu'est l'être humain, ils ont développé certaines spécificités qui vont donner la différenciation fonctionnelle de ce qui va distinguer l'homme de la femme. Pourquoi on pensait que ce côté biologique, disons, était important à développer? Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans une période où on se pose beaucoup de questions et on a des doutes sur la réalité de ce que la biologie nous indique. Et aussi parce que pour les anciens, comme il est en haut, il est en bas, donc ce qui se traduit sur les plans physiques apparaît également sur les plans psychologiques et ils ont aussi un reflet d'une dimension spirituelle. Il n'y a pas une notion de supériorité, infériorité, mais de complémentarité, et ça va être les sujets sur lesquels on va travailler. Donc d'une part, il y avait cet aspect de connaître l'aspect biologique de l'homme et la femme. Ensuite, on a abordé tous les sujets relationnels, puisqu'effectivement, dans la relation du couple, il y a le mot relation. Établir une relation, c'est apprendre à communiquer, à échanger, à s'écouter, à comprendre bien quels sont les besoins de l'un et de l'autre. Et le thème de la communication, on sait aujourd'hui jusqu'à quel point provoque énormément de problèmes dans notre société. Donc effectivement, apprendre déjà à vivre cette relation dans les couples est une manière de commencer à apprendre à communiquer et entrer en relation avec l'autre. Donc toute cette notion de la relation à l'autre était le deuxième aspect, disons, plus relationnel. Après, je continue un petit peu avec la dimension symbolique. Et pour cette dimension symbolique aussi dans la clé psychologique, je me suis beaucoup basé, évidemment, sur le travail de Jung, Carl Gustav Jung, qui va faire une recherche ou une présentation, je dirais, assez originale de la complémentarité entre les masculins et féminins, que je reprendrai tout à l'heure, en expliquant qu'effectivement, chaque être humain porte en lui une part du masculin et une part du féminin. Mais l'une
d'une manière consciente et l'autre dans sa dimension inconsciente. Parce qu'au fond, effectivement, tout être cherche une plénitude, une complétude, à relier en lui ces deux polarités qui en fait sont complémentaires. Donc, on va revenir un petit peu sur ça avec les notions d'anima animus, qui sont des concepts qu'on va redéfinir de manière très spécifique. Et on avait fini en faisant le tour de la dimension mythologique, pour voir comment, à travers les différentes mythologies ou représentations de la création de l'humanité, on s'est représenté ce jeu du masculin-féminin, que ce soit en Orient ou en Occident. Donc là, j'avais donné quelques exemples pour les côtés tradition occidentale à partir de la Bible, mais aussi les célèbres mythes de l'androgyne dont nous parle Platon dans le banquet, qui va nous donner une idée de pourquoi. On cherche à réunir, n'est-ce pas, ce qui était éparse. Donc il va l'expliquer un petit peu comme ce sort de nostalgie des origines. Et dans le côté oriental, j'ai donné quelques exemples sur la mythologie hindoue et l'univers chinois, puisque vous savez que la philosophie et la pensée chinoise est un petit peu, comme une grande partie de cette pensée orientale, je dirais les champions de cet art de la connexion et la relation des contraires. Tout le monde connaît la figure du yin-yang, cette figure d'un cercle divisé en deux moitiés, la moitié blanche avec un point noir, la moitié noire avec un point blanc, qui évoque les deux grandes forces premières de l'univers, qu'ils appellent les yin et les yang. Une force passive, qui est le yin, ou réceptive, une force active, qui est le yang, et qui ensemble, en fait, circulent et se complètent. Et c'est pour ça qu'il faut voir cette figure, non pas comme quelque chose de statique, mais tout au long de l'année, il y aura la dominante des forces yang, par exemple, en arrivant au cœur de l'été, avec le feu, la chaleur, tous les pouvoirs d'émission puissante du yang, qui va diminuer progressivement jusqu'à arriver à un équilibre au temps des équinoxes, et ensuite à son déclin au moment du solstice d'hiver, où c'est la force yin qui prend toute l'ampleur et le pauvre yang est à son minimum d'expression. Mais dans ce jeu permanent des polarités, des complémentarités, lorsqu'un pôle arrive à son minimum, il commence à croître, et quand il arrive à son apogée, il commence à décliner. Et voilà la danse permanente du yin et du yang, dans toutes les combinaisons possibles, ce qui va donner une richesse de pensée assez extraordinaire. Et je rappellerai ce que j'avais expliqué sur les côtés masculin, féminin, hommes et femmes dans cette vision chinoise. Donc, on va se donner effectivement le temps de notre rencontre, notre atelier. On va le diviser en deux moitiés. Je vais d'abord reprendre un tout petit peu l'introduction et les plans biologiques et le début de l'aspect communication-relation. Et la deuxième partie, après une petite pause, on va parler sur le symbolique et la dimension mythologique. J'espère que ça nous permettra d'avoir une vision d'ensemble et vous avez sinon accès à l'ensemble du cycle qui est placé dans notre chaîne YouTube Nouvelle Acropole. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours aller voir les petites émissions. Ou bien, effectivement, pour ceux qui étaient là, c'est une manière de le revoir, si ça vous intéresse. Et il y a les petits ouvrages aussi, si ça vous intéresse. Donc, alors, commençons par les commencements. Donc, pourquoi travailler sur ce thème de l'alchimie du couple? Parce que si nous voulons arriver à créer un couple significatif et durable, il faut commencer par comprendre. Et rien de mieux pour comprendre que savoir quelles sont les similitudes et quelles sont les différences. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir effectivement arriver à, je dirais, une bonne entente cordiale. Donc, et ceci permettra une meilleure plénitude de conscience, puisque l'objectif dans tout couple, c'est effectivement l'épanouissement de deux partenaires, chacun dans sa propre individualité et œuvrant ensemble pour créer ce qu'on va appeler une sorte de troisième terme, qui est cette notion de la relation. Ceci implique apprendre à partager les positifs et les négatifs, les lumières et les ombres, et effectivement prendre conscience à travers l'autre de ce qui signifie cette relation à l'autre. Parce que philosophiquement, c'est intéressant de voir à quel point
nous sommes toujours, entre guillemets, égocentriquement centrés dans notre point de départ. Nous regardons le monde à partir de notre point de vue. Mais il y a toujours quelque chose qu'on regarde, donc il y a toujours une autre part de réalité. Donc la réalité dans sa totalité va bien au-delà de notre vision toujours particulière et partielle des choses. Donc c'est un sacré exercice déjà, comprendre qu'on part de quelque chose d'imparfait, d'incomplet, et qu'on va tendre à essayer de compléter ou de développer ce qui nous manque. Alors quand je vais commencer un petit peu à travailler sur l'aspect, disons, de comment l'homme et la femme sont faits sur le point de vue physique, dans cette biologie, disons, du masculin-féminin, on constate qu'effectivement, rentre en jeu les domaines, entre guillemets, des hormones et la manière que nous avons de gérer, en fait, les différentes situations. Donc, l'univers féminin au niveau biologique est assujetti à un cycle de 28 jours, donc il a un certain type d'hormones qui vont lui permettre de préparer, entre guillemets, son organisme pour accueillir la vie. C'est la maternité quand même qui, au niveau organique, apparaît comme quelque chose de fondamental. Donc, au niveau psychologique, enfin, disons, au niveau des humeurs, ça va donner une cyclicité d'humeur, une sensibilité nerveuse, disons, qui sera spécifique de ces... Donc, la femme vit naturellement dans son corps une cyclicité, donc une relation avec le temps. C'est pour ça que les anciens l'avaient associé tout naturellement à la lune, puisque le cycle lunaire va durer exactement 28 jours, comme le cycle féminin, et il va passer cette lune, n'est-ce pas, par tous ses aspects. La nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune, dernier quartier, etc. Donc, cette sorte d'alternance et de cyclicité va traditionnellement associer les féminins avec ces changements lunaires. Le côté masculin est plutôt géré par d'autres types d'hormones, comme la testostérone, donc ce qui va donner toute sa force de compétitivité, combativité, action, disons, et va déterminer en même temps les caractères sexuels et la force physique. Donc, il y a deux mots, en fait, complémentaires dans l'attitude du masculin-féminin. Le monde masculin est un petit peu à la manière des spermatozoïdes qui sont en compétition pour savoir qui va gagner, dans une logique de compétitivité, de compétition, d'être les meilleurs, les premiers, etc. Et la psychologie féminine est plus associée, à partir de cette base biologique, par une notion de relation, de coopération, de solidarité, d'entente. L'univers féminin va effectivement, peut-être depuis les temps où nous étions dans des états tribaux, où cette société féminine s'occupait ensemble de l'éducation des enfants, il y avait une sorte de collectivité qui avait cette idée de l'entraide. Mais en même temps, c'est vrai que on va se rendre compte que pour la gestion du stress, ça ne se fait pas du tout de la même manière pour le masculin et le féminin. Le fonctionnement masculin a besoin d'une réponse active et se confronter aux difficultés. Donc c'est pour ça qu'il augmente la testostérone pour résoudre le stress. C'est comme ça, disons, qu'il va agir. L'homme fonctionne avec un cycle action-repos. Il agit, il donne tout ce qu'il doit donner et après, il se repose. Donc on associe ça, en fait, quelqu'un associe ça à l'image de l'élastique. On l'étend et après on le détend. Et par contre, le cycle féminin, pour surmonter le stress, développe pour travailler avec l'ocytocine, qui est donc une autre hormone, donc qui va lui permettre de libérer ce stress en exprimant ses difficultés, en communiquant et en cherchant du soutien. Le féminin a besoin d'exprimer les difficultés, donc elle est dans une logique d'aide et de soutien. Elle est dans un mode de fonctionnement où justement elle exprime les choses, elle libère les tensions de cette manière, et après ça se calme, elle reprend. Donc elle fonctionne comme une vague, tandis que l'homme fonctionne comme un élastique. C'est pour ça que la femme aura tendance à parler beaucoup plus que l'homme, et elle va raconter ses problèmes, mais comme expliquent tous les experts, pas du tout pour qu'on lui donne les réponses, juste pour qu'on l'écoute. Elle a besoin d'écoute, comme elle aime. C'est pour ça que les femmes entre elles, quand elles parlent, elles peuvent parler très très longtemps pour se raconter les choses, et ça rééquilibre, disons, leur fonctionnement hormonal, tandis qu'on dit que les hommes, ils aiment pas du tout raconter leurs problèmes, et quand s'ils vont consulter quelqu'un, c'est parce que vraiment,
c'est grave et ils n'obtiennent pas la solution tout seuls. Mais par rapport à leur orgueil, c'est une manière de décliner leur pouvoir, de demander de l'aide à un autre. Donc c'est pour ça qu'en fait, aussi dans la logique masculine, si une femme raconte ses problèmes, ils vont essayer tout de suite de donner une solution. Mais la fille veut pas la solution, elle veut juste qu'on l'écoute. Et donc, vous voyez là, c'est bête, mais c'est un début des problématiques que peut-être certains parmi vous ont eu l'occasion de rencontrer. Donc nous sommes en fait dans deux logiques complémentaires, compétition d'un côté, coopération de l'autre. On va expliquer également qu'il y a donc il y a un désir d'aider d'un côté qui est accentué et dans l'autre la prise de décision. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables de prendre des décisions, ni les hommes capables d'écoute ou de soutien. Mais on parle un petit peu des pourcentages relationnels et ce qui prédomine dans un pôle ou l'autre. On expliquera aussi que le côté féminin accentue le fonctionnement du cerveau gauche, donc qui est plutôt verbal, qui est dans la notion du partage, dans l'expression et dans le temps. Et c'est repéré par rapport à des objets, disons, et des signes. Et en ayant une meilleure mémoire visuelle. Tandis que les masculins fonctionnent mieux avec le cerveau droit, qui gère plutôt le côté action, compétition, contrôler, s'exprimer moins, et être plutôt maître de l'espace. Donc on a les côtés temps-espace qui sont réellement complémentaires. Mais en même temps, il y a autre chose aussi à étudier en parlant de manière globale de ce qu'on va appeler la féminité et la masculinité. Alors là, il ne s'agit pas d'homme ou femme, il s'agit, disons, des polarités, comme on parle en électricité, des polarités négatives ou réceptives, et positives, disons, ou actives, d'accord? Tout être humain va avoir ces deux polarités en lui. Alors ça, c'est très bien expliqué par certains auteurs également, en expliquant la chose suivante. Le pôle de la féminité correspond, au niveau de l'énergie, à l'aspect, disons, de cumulation de l'énergie. Donc, c'est un peu comme, on va le comparer à l'arc, qui d'abord, disons, l'arc est complètement immobile, d'accord? Là, on est avant toute manifestation, toute polarisation. Quand on va tirer à l'arc, la première chose qu'on va faire, qu'est-ce que sera? On va prendre l'arc et on va tendre l'arc, n'est-ce pas? Donc cette tension de l'arc en arrière, c'est une phase de cumulation d'énergie. On n'est pas encore dans l'action, mais quand même, on est dans la préparation à l'action. Donc c'est un petit peu tout un temps d'intériorisation des choses, de cumulation d'une sorte d'énergie potentielle. Et il arrive un moment dans lequel on a tendu suffisamment l'arc, et ce qu'elle est en arrière et cumuler l'énergie, on lâche et on projette cette énergie. Cette projection d'énergie, libération de l'énergie, est ce qui va correspondre justement à la phase, disons, de la masculinité, l'expression de la masculinité, qui va être associée avec quoi? Qu'est-ce qu'on projette à travers l'arc? La flèche. Et c'est la flèche qui va rentrer dans la cible et qui va donc trouver l'impact ou les contacts avec la finalité, qui est d'atteindre la cible, et qui est également vulnérable. Ce qui est périssable dans la relation arc-flèche, c'est la flèche. Et ce qui reste, c'est l'arc. Donc, dans toute action, nous avons besoin toujours d'un temps d'intériorisation, de réflexion, d'introspection, de cumulation, comme un projet qui serait en fait symboliquement la gestation, le temps de gestation. Et à un moment donné, quand toutes les conditions sont réunies et les projets ou l'action en question est mûre, elle émerge. D'accord? Donc, les côtés féminité, c'est un petit peu comme un inspire, cumulation d'énergie. Et les côtés masculinité, c'est comme un expire, libération d'énergie. Donc, vous voyez, on a besoin des deux. C'est pas que l'un domine sur l'autre. Et ça, c'est important. Alors, effectivement, à partir de là, sont apparues beaucoup de questions sur l'égalité de l'homme et de la femme, etc., tout l'égalitarisme et autres. Et aujourd'hui, il y a plein de questions sur les sexes de naissance, les sexes assumés. Bon, mais ça, je laisse que chacun trouve sa propre, entre guillemets, réflexion sur la question. Mais par contre, ce qui est important, c'est de comprendre qu'effectivement, tout être humain éprouve des besoins.
et qu'il y a des besoins qui sont spécifiques à l'humanité en tant que telle, et des besoins qui sont un tout petit peu différenciés, et c'est là où il y a la subtilité entre ce qui va rechercher, en fait, les côtés féminins et les côtés masculins. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pyramide de Maslow. Abraham Maslow, c'est un grand psychologue, disons, américain, qui a fait une recherche très intéressante pour, en quelque sorte, classer les besoins humains selon 7 niveaux. Certaines fois, il parle de 7 ou de 5. Tout simplement en expliquant qu'il y a chez les êtres humains, déjà pour commencer, des besoins existentiels. Sans ça, on meurt. C'est les besoins physiologiques et de sécurité. Si on ne mange pas, si on ne boit pas, et si on se fait assassiner, c'est sûr que on ne va pas durer longtemps. Donc ça, c'est existentiel. C'est la base, entre guillemets, biologique de nos besoins. Mais ensuite, on a d'autres besoins un petit peu plus subtils, qui sont des besoins d'appartenance et d'amour. Donc, se sentir accueilli dans un groupe. On sait très bien quelle différence énorme il y a entre un enfant sécure, qui arrive dans le monde, il est aimé, apprécié, accueilli, indépendamment des catégories sociales. Ça n'a rien à voir. Nous avons eu l'occasion de voyager beaucoup en Égypte, et on voit l'amour qu'ont les parents pour leurs enfants, c'est incroyable. Donc, ça donne, disons, une affection profonde. Donc, on a besoin, ce petit être vivant a besoin de se sentir accueilli, aimé, protégé. C'est le côté affectif de ces relations. Et en même temps, il a besoin de, petit à petit, exprimer sa propre identité, sa réalité, qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde, donc s'affirmer dans son indépendance. On appelle ça les besoins relationnels et les besoins, effectivement, un petit peu d'autonomie et d'affirmation de soi. Donc, ces 4 types de besoins, des bases, sont un petit peu propres à cet être humain, dans sa dimension, disons, plus personnelle, mais il va plus loin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la réflexion de Maslow, parce que là, il va toucher une dimension, disons, plus intime ou plus spirituelle de l'être, en expliquant qu'il y a également d'autres besoins. L'être humain ne peut pas se contenter de manger, boire, travailler, vous voyez. Comme disait déjà Platon. Platon disait, l'être humain n'est pas une vache, même si on aime bien les vaches, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une étable, de quoi manger, être habillé, etc. Il éprouve, disons, comme un certain manque s'il n'arrive pas à satisfaire des besoins dont il va parler, les besoins des connaissances, des besoins de beauté et des besoins d'actualisation de son être intérieur, du soi. Donc ce sont des besoins essentiels de croissance et de développement de l'être en tant que tel. Vous voyez? Donc on a des besoins existentiels pour exister dans l'espace-temps, mais pour nous réaliser en tant qu'être humain dans sa totalité, on a besoin de répondre à la question de pourquoi. L'être humain est très curieux, n'est-ce pas? Il est toujours en train d'essayer d'ouvrir de nouveaux horizons. Il a besoin de s'unir d'une certaine manière intimement à l'harmonie du monde et de la nature. C'est pour ça qu'il est sensible à la beauté d'un arc-en-ciel, d'un lever du jour, des mouvements de la mer. Il traduira tout ça à travers l'art, la musique, enfin, toutes ces expressions qui vont le faire entrer en communion avec la nature. Ça, c'est très important, ça fait partie de ses besoins. Bon, je ne dirai pas tout ce que je pense sur les dégradations de la beauté de nos jours, mais disons que globalement, c'est quand même un besoin. Et la raison de soi, c'est effectivement, c'est trouver lui-même pour agir depuis le plus profond de lui-même dans tout ce qu'il fait. Donc ça, c'est des besoins qui sont propres à tout être humain. Donc là, c'est pas une question d'être homme ou femme. Donc ça, là-dedans, on va quand même trouver, disons, des points de convergence et des nécessités importantes. Mais on va se rendre compte également qu'il y a un terme de communication par rapport aux éléments qui sont plus accentués dans la psychologie masculine ou féminine. Certaines choses qui seront, disons, plutôt de l'ordre des besoins qui va exprimer les mondes féminins, qui sont un tout petit peu différents de ceux qui sont exprimés dans cet univers masculin. Par exemple, dans les côtés féminins, il y a besoin d'attention, de compréhension, de respect, n'est-ce pas, d'expression des sentiments. On raconte que la fille préfère qu'on lui offre une fleur régulièrement à qu'on lui offre une fois 1000 fleurs
en disant, mais voilà, je t'ai déjà dit que je t'aime, alors pourquoi il faut que je le répète? Pour la logique masculine, une fois que c'est fait, c'est fait. Pour la logique féminine, comme elle est dans la cyclicité, c'est pas mal, disons, qu'on revienne un petit peu là-dessus. D'accord? Et en même temps, l'homme, entre guillemets, le pôle masculin a besoin de se sentir en confiance, sentir accepté, sentir qu'il est utile. Hein, donc, si on a quelque chose à réparer, il faut lui demander de le faire. Contrairement à ce que certains pensent, il a besoin d'admiration, d'approbation, d'encouragement. C'est intéressant. Disons, on pourrait dire que l'un ou l'autre peut vivre sans ça. Mais avec ça, il peut vivre mieux. Donc, ça fait partie dans ces plans relationnels, des petits détails que l'on va exprimer tout à l'heure par rapport à cultiver l'intelligence relationnelle comme les clés de la courtoisie, donc de l'amour courtois, qui est quand même quelque chose qui mériterait d'être révisé de nos jours. Donc, en fait, la question qui sort de cette observation des besoins, c'est une fois qu'on a compris en quoi on est semblable en tant qu'être humain, il faut observer avec beaucoup d'attention et tranquillité en quoi on se différencie pour comprendre qu'on doit devenir bilingue. C'est-à-dire qu'il y a deux types de langage dans les domaines relationnels. Puisque si les garçons, entre guillemets, traitent la fille comme c'était un autre garçon, ils risquent de passer à côté de certains éléments qui sont dans la logique naturelle du féminin. Et idem, si la femme traite l'homme comme si c'était une de ses copines, il y aura le même type de problématique. Donc en réalité, là, ça demande une certaine subtilité d'approche pour se rendre compte comment peut-on améliorer la relation. Donc là, on est en fait, si je peux dire, dans le niveau basique. Je viens de vous faire un petit tour. On doit faire le tour général. Je vais être un petit peu téléx, mais j'espère que vous me comprendrez. Et donc, au niveau général, ça part effectivement déjà de notre constitution biologique, vous voyez. Et après, on va monter dans les plans psychologiques. Alors, effectivement, on parle des relations. Alors, ce qui est aussi observé, c'est qu'au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, mais aussi, disons, peut-être par rapport à l'éducation, on peut dire qu'effectivement, comme l'être humain est composé d'une part biologique, basique, où son côté égo est très fort et ses besoins instinctifs sont très forts, une part, disons, un petit peu plus humaine, avec une certaine part de réflexion, et une part plus subtile, disons, qu'on pourrait appeler la part plus spirituelle, eh bien, on peut dire que selon où se situe notre conscience, puisque notre conscience, c'est la manière comme nous percevons le monde, mais aussi à partir de quel niveau je me situe. Je me situe à mon nombril, je vais voir le monde. Si je suis couché, je vais voir le monde d'une certaine manière. Si je suis assis, je le verrai à une autre hauteur. Si je suis debout, je le ferai à une autre hauteur. Si je suis au sommet de la montagne, c'est pas pareil que si je suis en bas dans la vallée. N'est-ce pas? On est d'accord. Il y a différentes hauteurs. Donc on peut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi différentes hauteurs qui vont déterminer le type de relations qu'on établit avec les autres. Si au niveau de l'auteur, je suis au niveau de mon nombril, entre guillemets, ou de mes instincts et de mes pulsions, je vais vivre ma relation avec les autres comme une relation émotionnelle ou instinctive. Dans cette relation émotionnelle instinctive, la relation masculin-féminin se réduit à la relation mâle-femelle, entre guillemets. Donc, c'est la sexualité. Et ça peut être un peu brutal, d'accord? Aujourd'hui, on sait bien qu'il n'y a pas du tout d'initiation, entre guillemets, à la sexualité et à l'amour dans les passages difficiles qu'ont les enfants vers l'adolescence. Quand ils découvrent la sexualité, comment ils la découvrent? Vous me direz, évidemment, il y a des super cours comment ça s'appelle ça, d'instruction sexuelle, je sais pas comment ça s'appelle à l'école, mais enfin, on doit leur donner quelques explications basiques. Mais au niveau de la vie concrète, il paraît que malheureusement, pour beaucoup de ces ados, c'est voir des vidéos porno et autres qui sont leur initiation à la sexualité. Ça, c'est gravissime. Bon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous sommes en train d'agir sur cette dimension purement de relations émotionnelles instinctives. Et l'image qu'on aura de l'autre, de soi-même, sera complètement déformée. Bon. On peut aller plus loin? Oui. On peut monter d'un cran. Alors, on peut arriver à établir des relations qu'on va appeler des relations de type personnel, dans laquelle on reconnaît que l'autre est une personne. Donc, il y a un égaux. Chacun
découvre à peu près quels sont ses intérêts, ses particularités, et l'autre aussi. Et on va faire, entre guillemets, des contrats, entre guillemets, d'entente mutuelle, en fonction des intérêts des uns et des autres. Point barre. Alors ça va donner tous les codes qui vont aller dans notre logique actuelle, à dire, voilà, quel est le poids de ce qu'on appelle la charge mentale que chacun est en train de subir, et on va faire les tableaux Excel pour savoir combien d'heures de travail pour ceci, cela, et dans les travaux domestiques et le reste. Bon, c'est une caricature, mais pour expliquer, on est dans une relation personnelle, ok, d'intérêt, chacun en fonction de ses intérêts. Mais on peut monter encore d'un cran, nous sommes très optimistes, n'est-ce pas, comme vous le savez, enfin certains. Et donc, oui, c'est possible de monter encore d'un cran. Et alors là, peut-être arriver à établir ce qu'on va appeler une relation d'ordre philosophique. Dans une relation plutôt philosophique, à la fois, chacun fait un travail sur soi-même pour aller chercher d'être en contact avec les meilleurs de lui-même, c'est-à-dire la partie la plus haute de lui-même, la plus noble. Et donc, à partir de là, la relation à l'autre sera aussi basée sur cette noblesse et cette élévation. Et on va regarder ensemble dans la même direction. Ce qu'il disait justement Saint-Exupéry dans Les Petits Princes, avec sa belle Rose, qui va évoquer cette idée d'une sorte d'un amour où il y a une qualité de relation, une profondeur, une intentionnalité d'élever chacun au meilleur de lui-même. Donc là, c'est un type de couple où chacun aide l'autre à s'améliorer, à se développer. Vous voyez, une sorte de sens de l'autre, donc une sorte d'altruisme dans l'amour et pas simplement d'intérêt particulier. Donc il y a pour ça, dans cette perception de l'amour, plusieurs degrés qui vont aller de « je t'aime parce que je m'aime », parce que je suis moi et toi tu es toi, n'est-ce pas? Et sinon, parce que justement, cette union va créer ce troisième facteur dont je parle, cette relation, ce niveau de relation, qui va produire quelque chose de joyeux, de constructif. Donc il y aura une création. Et ça va donner des couples intéressants puisqu'ils se stimulent mutuellement dans leur force de créativité, de réalisation. Donc chacun est une individualité, mais c'est ensemble qu'ils s'encouragent et ils grandissent ensemble. Alors ceci nous amène justement à cette question. Si on veut donc développer une relation durable, c'est la grande question. Puisqu'aujourd'hui, tout ceci est un petit peu assujetti à des changements permanents, ou très rapides parce qu'on n'a pas la patience. On ne cultive pas le talent, vous comprenez? On réduit l'amour à l'émotion. Donc c'est les amours Kleenex, entre guillemets. Mais cette société du jetable, comme on le sait actuellement, est en train de sentir qu'il faut changer de cap. Il faut aller vers les développements durables. Donc peut-être développer les couples durables serait quelque chose d'intéressant. En tout cas, il y a des gens qui s'interrogent sur cette affaire. Donc, par exemple, dans les éléments qui vont aider à faire ce type de travail, j'expliquerai 2 ou 3 choses simples. D'abord, quelque chose qu'on appelle cultiver l'intelligence relationnelle. C'est qu'à une époque, on appelait l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Tous ces types de recherches un petit peu liées au développement personnel et autres nous viennent en général des États-Unis, puisqu'ils étaient un peu plus pionniers dans ces domaines. Il est toujours vivant. Daniel Goleman est celui qui avait développé le concept de l'intelligence émotionnelle. Mais l'intelligence relationnelle est basée sur 5 éléments. Le premier, être généreux, donc savoir donner. Le deuxième, important, être de bonne humeur. Waouh, ça c'est important. Même s'il y a des orages ou des tempêtes, il faut garder à l'intérieur de soi une forme de joie, de satisfaction de ce qu'on peut mettre en place. Un peu la notion, disons, de passion positive, de la joie telle que l'entendait Spinoza. Être de bonne humeur. Cette bonne humeur intérieure naît du contact de ma propre identité et d'une certaine satisfaction de bien faire ce que je peux faire, ce qui dépend de moi.
mais le monde est en train de brûler. Il y a plein de problèmes par-ci, par-là. Comment peut-on être heureux et tranquille dans ce monde si agité? Eh bien, est-ce que si je m'agite, moi, ça va arranger mieux le monde? Probablement pas. Donc le fait de ne pas s'agiter et rester calme et serein, et déjà à son propre niveau, cultiver son jardin et rendre, entre guillemets, cette petite partie du monde qui dépend de nous un peu meilleure, c'est ma manière de contribuer à la transformation du monde. Donc, mieux vaut être de bonne humeur que le contraire. Ce qui amène au troisième point de cette intelligence relationnelle, qui est ce qu'on appelle apprendre à jouer. Les côtés un peu ludiques. Vous savez que les enfants, ils apprennent à jouer justement parce que c'est une manière aussi de s'entraîner pour la vie. À la fois, ce jeu leur apprend ce qui sont un petit peu leurs futures actions, maîtriser, disons, leur comportement. Enfin, il y a plein de choses intéressantes qui se passent avec ça. Mais il ne faut pas perdre cette capacité d'avoir un petit espace roue libre dans la tête pour que ça fonctionne bien. Je lisais dans un journal qui donnait une brève un petit peu scientifique que on a trouvé que des grands singes ou des singes s'amusent à tourner sur eux-mêmes. Ils tournent la tête, alors ils tournent jusqu'à le point où ça les met dans un état un peu d'ivresse. Un peu comme les humains, n'est-ce pas? Et en faisant cela, en fait, ça les met dans un état modifié de conscience, qui finalement leur libère quelque chose dans la tête. Et on s'est rendu compte que la tendance, donc déjà chez ces singes, comme après chez l'humain, de chercher cet état un petit peu où on lâche tout, et permet justement, favorise la créativité, n'est-ce pas? Et avoir une possibilité après d'être libérer la tête, n'est-ce pas? Et pouvoir être plus créatif, plus disponible, plus ouvert. Ça nettoie. Donc, un petit peu ce côté apprendre à jouer, c'est un peu lâcher du lest pour retomber sur ses pattes. Mais en même temps, ça paraît comme les côtés un peu joyeux, sympathiques. Et le quatrième point important, c'est savoir se confronter. Il faut à la fois savoir dire oui et savoir dire non. Donc là, on a toute la question de la gestion des conflits, qui était un vaste sujet que j'avais traité assez longuement. Ici, je vais juste énumérer, je suis un petit peu dans les retours un petit peu de ces éléments-là. Mais c'est important aussi de savoir dire ce qu'on a à dire, mais comme certains l'expliquent, savoir bien le dire. Une phrase, je ne sais pas de qui dit « On peut tout dire à condition de savoir le dire ». Parce que dans cette gestion des conflits, on va nous expliquer qu'il y a différentes manières d'agir. Agir comme des carpes, on a peur de tout. Agir comme des requins, on attaque. Soit on est complètement victime, coupable, j'ai rien fait, mais de toute manière, on se tait, comme les carpes, on dit rien. Soit on attaque et on a toujours raison. Donc là, c'est pas bien. C'est les conflits refoulés. La personne encaisse et n'exprime jamais ses problèmes. Donc à la fin, elle tombe malade, parce que quelque part, ça doit sortir. Soit elle est dans une agressivité excessive, et elle a toujours raison. Donc évidemment, là, pas de dialogue non plus. Donc, quelle serait la juste réponse, la juste situation? C'est la voie qu'on appelle du conflit assumé. C'est-à-dire comprendre qu'il y a mésentente, qu'il y a quelque chose qui pose un problème. Donc on l'énumère clairement, d'une manière objective, la plus objective possible. Et on essaye à partir de là de voir quelle solution proposer qui puisse être meilleure pour les uns et pour les autres. Il paraît que, je ne sais pas si c'est en Suède ou en Norvège, je ne sais pas quel pays plus ou moins nordique, dans certaines écoles, on a réussi à commencer à gérer les problèmes des harceleurs et harcelés, et qu'il y en a de plus en plus, en faisant une gestion d'échanges et autres pour arriver à faire comprendre à l'harceleur ce qu'il provoque chez l'autre, sans non plus rentrer dans une logique de vengeance, etc., etc. Donc, par une forme de dialogue, etc., ils arrivent à dénouer les nœuds. Nous pourrons dire que si on monte dans cette partie de nous-mêmes
plus haute, n'est-ce pas, on peut avoir un regard humain et pas purement instinctif, disons, du moment, il est possible d'arriver à cette résolution des choses qui implique un amour réciproque et un respect mutuel. Donc, ça serait quand même intéressant que la résolution des conflits soit faite avec intelligence. Et également, un point important que j'étais content de retrouver chez un auteur qui va reparler sur cette notion, c'est la notion de retour à l'amour courtois. Donc, la célèbre courtoisie. La courtoisie qui ne doit pas être interprétée comme une hypocrisie, parce que dans notre société un petit peu où tout doit être un peu crash, naturel dans les pires sens du terme, il suffit de voir un peu comment les gens s'habillent en général, bon, c'est quelque chose de... Bon, je dirais rien, mais c'est assez significatif du fait, disons, qu'il n'y a plus une notion de l'attitude respectueuse vis-à-vis de l'autre. Bon, donc en fait, cette pratique de la courtoisie peut s'appliquer à plusieurs niveaux. Sur le plan physique, basique, une certaine hygiène, une certaine élégance, une certaine esthétique. On s'embellit pour embellir le monde. Donc c'est pas, entre guillemets, une mode, m'as-tu vu, vous voyez, d'apparence, pour justement, encore une fois, que ce soit l'ego qui soit affirmé, mais justement, quelque chose qui soit un peu comme une belle fleur. On est content, non, de voir de jolies fleurs, comment dirais-je, embellir les jardins. Alors, bon, sans exagération, on peut avoir une apparence correcte, une certaine élégance et autres. Sur le point de vue affectif, la courtoisie, c'est un petit peu à l'anglaise. La devise de la famille royale anglaise, n'est pas se plaindre, n'est pas critiquer, donc, n'est pas geindre. Tous les côtés un petit peu dans lesquels on passe sa vie à comment dirais-je, dévoiler tout ce qui va pas, c'est pas de la courtoisie sur le point de vue affectif. Parce que c'est encore une fois, c'est recentrer en son propre égoïsme et ses petitesses. Tout aspect un petit peu d'excès de critique, de ce psychisme un petit peu dégoulinant, qui malheureusement maintenant, je pense, passe beaucoup à travers les réseaux sociaux, n'est pas bon ni pour les autres ni pour soi-même. Parce que c'est comme si on créait autour de soi une espèce d'atmosphère pleine de nuages, pleine de colère, pleine de choses un peu sombres, je sais pas si c'est clair. C'est comme si on se baladait avec ses propres nuages. Est-ce que ça vous plairait, vous, d'avoir un climat psychologique, entre guillemets, toujours entouré des nuages gris et des horizons bas? Non, hein. On se plaint quand on a trop de soleil, mais quand même, on est toujours content d'avoir un ciel bleu et dégagé. Donc le ciel bleu dégagé, c'est sur le plan de vue affectif, savoir prendre sur soi, pour ne pas déranger les autres par nos petits problèmes. Et sur le point de vue mental, la courtoisie mentale passe par quelque chose aussi, qu'à mon avis aujourd'hui est un peu caboché, si je peux dire comme ça, communiquer clairement, dire les choses clairement. Quels sont les besoins, de quoi on a besoin, etc. Sortir de tout ce qu'on appelle les malentendus, les sous-entendus, mais j'avais cru t'avoir dit que, mais ceci, cela, je sais pas si vous voyez la quantité de vaudevilles incroyables que l'on fabrique par le fait d'être incapable de communiquer clairement. Et pourquoi on ne communique pas clairement? Je dirais parce que notre mental n'est pas clair. C'est-à-dire, on est dans la fantaisie, dans la confusion, dans le fait de faire 40 000 choses à la fois. Donc tout ça provoque, disons, des coups de circuit de nos circuits mentaux. Par exemple, on a maintenant plein de petits réseaux, enfin, différents réseaux de communication. Et on reçoit plein de messages de tout le monde. Après, on ne sait plus si c'est venu par telle voix, telle voix, telle voix, telle voix. Et quelqu'un expliquait que justement, si vous êtes concentré pour faire quelque chose, et tout d'un coup, avec l'idée de multitâche, on lâche ça pour passer à un autre truc. J'étais en train de lire. Si tout d'un coup j'interromps ma lecture pour aller faire autre chose, revenir à ce que j'étais en train de faire avant, va me prendre au moins 15 minutes de préparation pour entrer dans l'état de concentration où j'étais. Donc les gens qui au niveau du travail passent leur temps à faire ces espèces d'aller-retour dans cette sorte de diversification à la fois anxiogène, disons, et dispersante, c'est évident qu'il y a un gaspillage de temps et d'énergie énorme. Donc communiquer clairement,
avoir une belle écriture, de traduire des belles pensées. La belle écriture. Là maintenant, je pense que, bon, je le dis aussi pour moi, on est tellement dans nos écrans et autres qu'écrire bellement est très difficile. D'accord? Il faudrait revenir un peu à la calligraphie des bases. Ou s'envoyer des mots, des correspondances, des mots écrits et pas simplement des smileys et des petites figurines qui nous épargnent de tout effort. Dans la courtoisie mentale, on peut inclure le savoir-faire un compliment. Savoir-faire un compliment. Vous savez, envoyer des salutations dans lesquelles on dit des belles choses. Trouver ce qui est beau dans l'autre. Stimuler. Vérifier que la personne accueille bien les messages. Et autre point important lié à la communication, répondre aux messages qu'on reçoit. Vous direz, c'est bête tout ça, mais combien de fois nous négligeons l'aller-retour dans la communication? C'est pas correct. Ça, c'est la non-courtoisie. Comme le fait, évidemment, d'harceler l'autre avec des messages, etc. Donc voilà, quelques petits exemples tout bêtes de tout ça. Et la gestion de, entre guillemets, de résolution des conflits. Donc, en fait, pour construire un couple durable, pour passer, en fait, du coup de foudre à un amour durable, on doit pouvoir construire notre identité avec des objectifs de vie clairs. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on veut, vers où on va dans cette relation? Favoriser cette voie du dialogue dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin un petit peu plus. Le dialogue, il faut se donner du temps pour dialoguer, pour échanger. Résoudre les problèmes en les parlant clairement. Il faut bien savoir ce qu'est un dialogue. Parce que on sait encore ce que c'est de dialoguer. Dans les dialogues, on écoute, on reçoit, on répond, vous voyez, on se met à la place. Enfin, il faut rester très calme pour faire un bon dialogue. La voie de la diplomatie et la transparence, c'est l'art, disons, de l'empathie, se mettre à la place de l'autre. Alors, qu'est-ce que l'autre peut ressentir? Donc, ça implique se décentrer par rapport à ça, être authentique, être généreux. Bon, je reviens à ces qualités dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on dit que dans la générosité, il y a différents types de nuances. Il y a les donneurs, ceux qui donnent tout le temps. Donc, ils sont dans... Il y a les échangeurs qui donnent et qui reçoivent, et les preneurs. Dans les donneurs et les preneurs, toujours, vous voyez, les anciens parlaient qu'il faut chercher un juste milieu qui navigue entre deux excès. Celui qui donne trop, à la limite, est dans une attitude gentille, mais pas extraordinaire, parce qu'il faut quand même qu'il sache si l'autre a vraiment envie de recevoir tout ce qu'on lui donne. Et après, les preneurs, c'est celui qui profite, il est tout le temps en train d'ouvrir la bouche comme le petit oiseau pour recevoir des choses. Donc, ces deux excès ne sont pas géniaux. Ce qu'il faut, c'est un bon équilibre d'échangeurs, entre donneurs et receveurs. Et aussi la coopération, faire des choses ensemble. L'amour courtois, donc c'est ce qu'on a expliqué. Donc, c'est quelque chose qui peut être positif. J'avais fait une espèce de petit tableau. Bon, au niveau des besoins féminins, en 3 mots, 3 choses hyper simples. Ce n'est pas limitatif ni absolu. Le côté féminin a besoin de romantisme créatif renouvelé, donc des petites surprises. Un temps d'écoute hebdomadaire, donc cycliquement, se remettre au dialogue. Et résoudre équitablement le partage des tâches ménagères et la responsabilité parentale. Il paraît que ça, c'est des problèmes récurrents qui apparaissent tout le temps. Donc, il faut être intelligent et trouver une astuce par rapport à ça. Les besoins masculins sont associés au fait de garder le pouvoir dans l'action, se sentir libre et fort, se sentir utile et protecteur face au danger. Voilà, donc affirmer la qualité et la masculinité, en quelque sorte. Et je m'étais fait une petite échelle, entre guillemets, avec 7 clés du bonheur, très romantique. Je dirais, enfin, je vais les synthétiser un petit peu.
J'ai travaillé un petit peu sur ces septénaires, puisque les clés septénaires sont toujours enrichissantes. Alors, par exemple, sur le plan de vue physique, une bonne entente sexuelle, être à l'écoute du partenaire, cultiver les sens, les bons goûts, l'élégance, la courtoisie. Au point de vue énergétique ou vital, il y a tous les thèmes d'harmoniser les rythmes biologiques pour vivre plus à l'unisson. Donc, pratiquer du sport, marcher au bord de la mer, enfin, avoir des temps de partage dans un art de la respiration. Et aussi accepter qu'il y ait des moments de rencontres, des moments de solitude. Vous voyez, c'est toute la notion du rythme. Le rythme est très important. Parce qu'il faut savoir recharger ses batteries. Et parfois, il peut y avoir des gens qui s'aiment énormément, mais qui sont de natures très différentes. Donc, il faut respecter de quoi a besoin l'un et l'autre. Sur les points de vue affectifs, c'est là où je placerai l'idée partager les beaux, les sentiments supérieurs sous toutes ses formes, bien communiquer, éviter les malentendus et intégrer une part d'imprévu et d'humour. Sur le point de vue mental, je placerai la notion de l'autonomie, c'est-à-dire vraiment respecter l'autre, c'est-à-dire comprendre que chacun est un individu, un être à part entière. Une relation ne peut pas être une relation de dépendance, domination, soumission. Je pense qu'une partie de la révolte actuelle dans cette problématique du masculin-féminin qui apparaît dans nos sociétés est associée au fait que souvent la femme s'est sentie, elle a été, dans une situation de soumission. Et il faut reconnaître qu'il y a encore des pans entiers de la société humaine, des endroits dans lesquels cela continue à être une réalité. On ne peut pas, disons, ne pas le voir. Relation authentique, savoir tout se dire et bien le dire. Donc, vous voyez, l'art de la communication, l'échange, l'autonomie. Le cinquième, je l'ai placé au niveau de la confiance, assumer les paradoxes, encourager la croissance de l'être et accepter les imperfections. C'est-à-dire, oui, on est imparfait, mais on progresse. Donc, on peut se pardonner quand on fait des bêtises, à condition de avancer. Donc, on doit partager une même vision pour aller vers un amour durable. Le sixième point, j'avais placé l'empathie, c'est-à-dire la vibration de l'amour se répand, s'unir à la grande vie universelle. C'est-à-dire, en fait, deux êtres qui partagent un amour profond et sincère se placent, disons, dans les courants de la vie. Donc, ils canalisent quelque chose de formidable qui devient de plus en plus puissant. Donc, on fait les dons de soi sans calcul et on est heureux du bonheur d'autrui. Donc, dans l'empathie, je me situe dans la base de la pensée bouddhiste, qui est le fait de notre bonheur dépend du bonheur d'autrui, et pas seulement de la recherche d'une autre. Et quant à la dimension de l'être, contacter son propre être intérieur, faire grandir les liens d'interdépendance, parce que la force d'union vainc la séparativité. Dans la clé finale, c'est l'union mystique finale, et de ça je parlerai tout à l'heure en parlant de Jung, avec les masculins féminins, et l'anima et l'animus. Voilà, avec ça, un peu rapide, j'ai fait le tour de la première partie. Bien, donc nous passons à la deuxième partie, dans laquelle je vais essentiellement parler sur la notion jungienne, justement, de comment il explique, d'une manière, je trouve, extrêmement intéressante, cette relation entre les masculins et les féminins, puisque, bon, peut-être tout le monde connaît un petit peu la pensée de Jung, il a développé une vision, une sorte de géographie de l'âme humaine, où il explique essentiellement qu'il y a la part consciente de nous-mêmes, gouvernée par l'ego, qui est enveloppée de ce qu'il appelle la persona, c'est-à-dire le jeu de l'image que l'on projette à l'extérieur. Et bon, il y en a plein de jeux d'images que l'on fait là-dessus. Mais le problème, c'est que cet ego, qui gouverne la part que nous connaissons de nous-mêmes, c'est pour ça qu'on l'appelle consciente, croit qu'il est au centre de nous-mêmes. Et c'est là où apparaît la première erreur, disons, métaphysique, si je peux dire comme ça, puisqu'en réalité, la partie consciente de nous, c'est comme une couronne circulaire, au centre de laquelle il y a l'inconscient. Donc, et au cœur de cet inconscient, en particulier ce qu'il appelle l'inconscient collectif, réside le soi, avec un grand S, le soi-même, le self, qu'il compare à la notion hindou d'atma, c'est-à-dire la racine profondément spirituelle de l'être. Et l'inconscient porte en lui toutes les potentialités
de tout ce que l'humanité a déjà pu imaginer, penser, concevoir depuis la nuit des temps. Donc en fait, on a une possibilité de nous connecter avec des racines très profondes de l'aventure humaine, sachant que chaque civilisation va colorer cette dimension archétypale primordiale à partir de son expérience, de son état de conscience du moment. Donc, premier problème, toute la notion de Jung, c'est nous sommes des êtres dissociés qui doivent apprendre à se réunifier. Ça, c'est toute la problématique. Ces dissociations, cette espèce de dualisme qui va depuis la notion du bien et du mal, du connu et de l'inconnu, se traduit également par la première antinomie entre conscient et inconscient. Dans les conscients, entre guillemets, enveloppés de cette persona, créent la partie, disons, la plus apparente extérieure de nous-mêmes. Les portes qui conduisent vers l'inconscient sont gardées par une part qu'il appelle l'ombre. Un archétype, l'ombre, qui représente tous les éléments un petit peu négatifs, nos défauts, enfin nos petits nuages, etc., que l'on ne veut pas assumer. C'est pour ça qu'on ne veut pas traverser cette porte, entre guillemets, vers les profondeurs, parce qu'on a peur du noir. Enfin, c'est une sorte d'image poétique, comme quand on était enfant. On a peur du noir. Qu'est-ce qui se passe? Je vois un trou béant, et on me dit qu'il faut aller là. Waouh! Je vais être dévoré par le loup. Donc, il y a une espèce de peur ancestrale, de rentrer dans la relation profonde avec nous-mêmes. Mais néanmoins, si on ne fait pas ça, on ne va pas découvrir tous les immenses trésors qui sont cachés dans cette dimension appelée de l'inconscient. D'autre part, comme cet inconscient a une puissance vitale extraordinaire, le fait de le refouler, de ne pas vouloir l'assumer, etc., d'être trop projeté vers l'extérieur, va créer d'énormes déséquilibres. Et lui-même, comme c'est en même temps une entité vitale et vivante, comme dira Jung, si on le rejette, il va apparaître et va nous dominer. On sera un peu dominé par des comportements inconscients. Et notre violence, notre brutalité, enfin plein de choses que, après on dit mais non, ça c'est pas moi, comment c'est possible, vont émerger de cet inconscient non apprivoisé. C'est ce qu'il va appeler l'aspect un peu sombre de l'inconscient. Donc, si on veut résoudre ces problèmes, on va le faire en partant de la base de ce que pour moi est l'apport le plus extraordinaire de la pensée jungienne, c'est que l'être humain est un être en évolution, qui cherche justement à résoudre toutes les contradictions pour retrouver une sorte d'unité perdue. Et il appelle ce travail de se réintégrer les différentes dualités en nous, le processus d'individuation. Processus d'individuation qui est tout à fait le contraire de l'individualisme régnant dans le monde où nous vivons. Parce que cette individuation, c'est redevenir un, indiviso, le non divisé, comme c'était la notion d'individu chez Platon. Donc, il faut retrouver la racine de l'unité, qui est le point de départ de ce qu'est l'être. Donc, pour cela, il faut faire un travail où il faut petit à petit apprivoiser l'ombre, reconnaître notre ignorance, enfin, procéder un peu à la manière socratique, hein, établir ce dialogue avec nous-mêmes, prendre conscience de notre ignorance et aller de l'avant. On va entre guillemets, se manger soi-même par petits morceaux. Donc d'abord, il dit, donc il faut cette contradiction entre persona et ombre, enfin conscient-inconscient, et après, à l'intérieur de cet inconscient, va commencer un deuxième niveau de travail qui nous intéresse pour l'alchimie du couple, c'est de découvrir que autant l'homme que la femme, qui projette à l'extérieur de lui une personnalité, soit masculine ou féminine, porte dans son inconscient une représentation de la polarité opposée. Donc, dans l'inconscient féminin, il y a une représentation du masculin qui va appeler animus, et dans l'inconscient masculin, il y a une représentation du féminin qu'il va appeler anima. Ouf. Donc l'anima, c'est le féminin dans l'inconscient de l'homme, l'animus, c'est le masculin dans l'inconscient de la femme. Et effectivement, on va chercher à s'unir à cela. Mais comme l'inconscient ne peut pas les contacter directement, on va projeter à l'extérieur une image de ça. Donc on va chercher qui, autour de nous, va manifester, incarner le mieux possible cette image de ce qu'on cherche à l'intérieur. Et c'est ça qui va donner le célèbre coup de foudre, pourquoi on va tomber amoureux,
d'un tel ou un tel. Qu'est-ce qu'on voit dans cette personne? De quoi cette personne parle à chacun? Elle lui parle de sa part, entre guillemets, de féminité ou masculinité qu'il porte au plus profond de lui. Quand l'union s'accomplit correctement, il y aura une source d'inspiration, entre guillemets, du fait que cet être va pouvoir articuler mieux en lui sa part du masculin féminin. D'accord? Et cela se passera, encore une fois, par un chemin spiralé en couches successives. Parce que selon notre âge, enfin notre moment d'évolution dans notre propre processus de maturation dans la vie, nous n'aurons pas la même image de ce qui sera l'expression de ce masculin féminin. Donc, il avait associé à des images mythologiques ou des figures héroïques, et c'est à partir de là que j'ai fait mon livre sur les dieux intérieurs, reprenant un travail fait par une psychologue américaine, psychiatre ou psychologue, dans un courant qui s'appelle le courant de la psychologie des archétypes inspiré de Jung, Shinoda Bolen, et j'avais repris un petit peu ça, les simplifiant, pour expliquer effectivement les différents stades par lesquels on passe. Un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure, les relations émotionnelles, vous voyez, personnelles, etc., avec 4 stades que Jung va expliquer de cet aspect anima animus. Je vais dire un petit mot sur ça tout à l'heure, mais avant, expliquons un tout petit peu mieux qu'est-ce qu'il met derrière cette idée d'anima animus. Déjà, ce qu'il va dire, et c'est vraiment à réfléchir, c'est l'homme, dit-il, extériorise les qualités de ce que Jung appelle le logos, la raison, la pensée, la force de différenciation. Quand la lumière du jour se lève, toutes les choses se différencient, d'accord? Et chaque chose se trouve à sa place. C'est un peu la puissance solaire apollinienne qui différencie toutes les choses. Donc ça, c'est la force du logos. Donc c'est la force de la vision. On voit les choses, on les met à leur juste place. D'accord? Donc ça va inspirer, c'est le masculin dans l'homme, c'est une qualité que l'homme porte naturellement dans son conscient et que la femme va canaliser à travers son animus. Oui? Ça part du masculin dans son propre inconscient. Donc voilà, on verra plusieurs degrés, plusieurs exemples de ça. L'épaule anima, donc, va représenter les côtés féminins que l'homme doit canaliser dans son inconscient, et ça représente pour Jung la force de l'éros, la sensibilité, l'amour, les sentiments, la relation, le souffle qui relie les choses. Les côtés féminins est plus dans cette capacité justement de donner vie, de porter la vie, et donc de créer l'union. Disons, il y a un peu le côté amour et guerre, les forces d'Eros, Eris, ou d'Aphrodite et Arès, qui sont représentées par ces 2 polarités. Donc on a toute cette notion de ce qui va être un peu inspirateur du sentiment, de l'art, de la beauté, etc. Donc la relation avec ses propres sentiments. Donc une bonne gestion de son anima va permettre à l'homme de se connecter avec ses propres sentiments et les exprimer. Donc ce sera une source d'inspiration, de créativité, etc. D'où le fait qu'une des représentations de la figure de l'anima sera la muse inspiratrice. C'est pas l'unique, mais c'est une de ses formes particulières. Il y en aura plein d'artistes, n'est-ce pas, pour lesquels cette force d'amour va leur donner cette puissance de canaliser leur créativité artistique. Dans mon cycle, là je le fais pas dans la synthèse, j'ai présenté quelques cas de couples intéressants de différents styles et on a parlé de Salvador Dali et Gala. Dali et Gala. On dira ce qu'on voudra, mais par rapport à l'exemple de ce qui anima animus, c'est très intéressant de voir la puissance de ce que cette figure féminine va dégager de cette créativité de cet artiste. Pour le côté de l'animus, en fait, c'est plutôt la figure d'autorité, disons, c'est le principe de la connaissance, c'est le maître intérieur, c'est la pensée, qui devient de plus en plus, comment dirais-je, subtile, purifiée, dans la quête des sens des choses. Donc, c'est plutôt une image de sagesse d'un côté, vous voyez, des pensées, et de l'autre, des sentiments d'inspiration, de beauté et d'harmonie. Voilà à peu près les éléments. Alors, comment ça se passe dans son explication, la maturation naturelle de l'être humain? Bon, en réalité, il y aura pour lui 4 degrés qui vont être associés un peu aux âges de la vie,
Mais ce qu'il va expliquer Jung, qui était un petit peu sa préoccupation, c'est de dire il faut qu'une société, une civilisation ait un véritable souci dans son plan éducatif pour aider les individus à développer cette individuation. Est-ce que notre monde actuel est vraiment intéressé pour nous faire évoluer par rapport à notre nature humaine? Ou est-ce qu'on se contente de faire de nous ce que j'appelle des petits ouvriers spécialisés? Voilà, on produit, on consomme, on produit, on consomme. Vous voyez, par rapport à la pyramide de Maslow, on s'arrête à peu près au 4e étage. Tiens, boulot, sois content. Enfin, je résume de manière un peu brutale. Donc c'est pour ça que la désaffection pour le travail, etc., le travail devient une espèce de corvée épouvantable parce qu'il n'y a pas la notion de vocation, globalement. Qu'est-ce que je vais créer à travers ça? Donc, vous voyez, ça pourrait se présenter tout à fait autrement. Donc, oui, l'individuation, il dit, c'est pas quelque chose de fonctionnariat, hein. C'est pas parce que des trucs qui montent automatiquement avec le temps. On peut ou pas arriver à cette individuation, et il trouvait que notre temps n'était pas très favorable à aider les êtres à le faire. Comme il y aura toujours des gens coriaces dans lesquels l'âme pousse derrière malgré tout, il y en a qui arrivent. Vous comprenez? Mais c'est pas garanti, malheureusement. Il y a un terrible gaspillage des plans de potentiel humain intéressants. Donc, comment il explique un petit peu ce côté animalimus pour les résumer en 4 étages? Donc, là, je vous conseille de revoir mon petit exposé sur le sujet qui sera plus détaillé. Alors, il va expliquer effectivement qu'on va partir d'un premier niveau qui correspond un petit peu à l'adolescence. Donc, au stade de l'adolescence, il y a la découverte un petit peu du caractère sexuel, entre guillemets, de l'élément complémentaire. Donc, il appelle ça un peu la femme sauvage et, disons, l'homme, entre guillemets, qui est un petit peu dans l'aspect de la pulsion aussi sensuelle. Donc, il donnera comme image un peu mythique la figure d'Aphrodite, Vénus, la déesse de l'amour, vous voyez, qui représente dans le monde gréco-romain l'archétype de la beauté féminine, avec toutes ses caractéristiques. Et surtout, disons, celle qui provoque cette attraction, entre guillemets, sexuelle puissante. Il paraît que, je crois que c'est Praxitèle, quand il y a eu la Vénus de Cnido, qui était faite, qui était une des premières Vénus nues, qui était représentée dans l'art grec. Donc, vous savez que les Grecs, quand il y avait une statue qui était placée quelque part, ils invitaient la population à venir voir la nouvelle œuvre extraordinaire. Et il y a quelqu'un qui arrive, il est tellement touché par la figure qu'il saute sur le piédestal et il va embrasser la statue. Parce qu'il est tellement touché par la beauté de la figure qu'il ne résiste pas à la tentation. Bon, c'était la preuve qu'elle était vraiment très bien faite. Mais donc, il y a cette idée, disons, de ce premier stade. La figure féminine, il va donner l'exemple un peu d'Aphrodite, Vénus, et pour les masculins, c'est un peu le côté Dionysos, vous voyez, la figure de l'amour sensuel. On avance un petit stade et on va passer de l'adolescent, n'est-ce pas, au jeune adulte, celui qui commence à rentrer un peu plus dans la vie active, la combativité pour la vie, etc., à peu près la trentaine, enfin, entre 20 et 30, quand on a passé les stades un petit peu d'adolescence, et on commence à devenir un jeune adulte, bon, qui doit se débrouiller. Alors ça, c'était fixé par rapport à la logique de l'époque ou la logique ancienne. Actuellement, 20-30 ans n'est pas encore tout à fait dans la vie active, sauf certains cas. Mais l'idée, c'est, voilà, on rentre dans la vie, c'est le combat. Donc, la figure qui va apparaître pour lui, c'est la figure de la femme guerrière. Il donne l'exemple de Jeanne d'Arc comme figure guerrière, et on peut ajouter Athéna. Vous connaissez la déesse Athéna, Minerve, cette déesse grecque qui représente, n'est-ce pas, figure casquée, armée, etc., qui est une grande guerrière et combattante, mais c'est la guerrière de la paix, parce qu'elle lutte pour la paix. C'est la déesse qui protège la cité, en particulier la ville d'Athènes, n'est-ce pas? Athènes, Athéna, c'est la déesse protectrice, qui va représenter une sorte de féminité combative. Voilà, on rentre dans la vie active. Dans les côtés masculins, on peut placer à ce stade Arès, Mars, tout le monde le dieu qui est représenté comme un jeune homme, disons justement, très musclé, guerrier, en fait, qui affronte toutes les épreuves et les difficultés. Dans mon petit livre sur les dieux intérieurs, j'ai situé 2 autres divinités dans ces stades, parce qu'on peut représenter ces masculins
dans ce stade de la vie sous 3 visages. Celui de Mars, donc c'est plutôt le côté combatif, musclé, vous voyez, le guerrier. Héphaïstos, Vulcain, c'était le dieu artisan, celui qui construit la beauté, les belles œuvres, etc. Et Apollon, qui est la figure, en fait, de la construction mentale. C'est celui qui agit plutôt avec l'idée, les pentales, etc. Donc on a le corps, l'âme, disons l'art, et l'esprit. Donc 3 visages de la même fonction, en quelque sorte. Et après nous arrivons, en fait, à la maturité. Alors quand on arrive à l'âge mûr, pour Jung, il va parler de la femme vénérée, et l'homme, disons, qui a le pouvoir de la connaissance, n'est-ce pas, et le verbe. Donc par rapport à la femme vénérée, c'est l'image de Déméter, ou la Vierge, dans le sens que pour lui, l'expérience de la maternité était très importante pour le féminin. C'est en quelque sorte le rôle de donner la vie, mais qui associé à la figure de Déméter ne se limite pas à la procréation physique, mais aussi à la transmission des valeurs et du sens de la vie. Parce que Déméter et Perséphone, au moins dans le monde grec, étaient les déesses qui précèdent les mystères d'Éleusis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, enchanté. Bon, quand vous suivrez les cours de philosophie, vous aurez des réponses à ces questions. Mais c'était important d'initier au mystère de la vie et de la mort, essentiellement. Et savoir effectivement que tout au long de notre vie, nous allons connaître plusieurs petites morts. Chaque fois que nous passons d'un stade à l'autre, tous les 7 ans, on change toutes nos cellules. Donc quand on se dit, bon, alors, tu es le même que quand tu étais un baby, non. Il y a eu quand même quelques changements, déjà sur le plan de vue biologique, mais aussi les structures psychologiques. L'enfant doit quitter l'enfance pour devenir, disons, un état pubère, disons, en fait, la puberté, n'est-ce pas, l'acquisition des caractères sexuels. Là, il y a quand même une épreuve que les anciennes civilisations dites archaïques avaient bien compris, parce qu'il y avait des initiations dites tribales, pour assumer cet être qui passe de l'enfant protégé dans les cadres maternels, les cases féminines, etc., à passer, à rentrer, et à devenir un être, entre guillemets, proto-adulte. On pensait que dans la société ancienne, on vivait 35 ans, à partir de la puberté, on peut procréer, on peut se marier, enfin, c'était beaucoup plus accéléré comme situation. Mais enfin, dans tous les cas, il passe à autre chose. Donc, il doit mourir à l'enfance pour naître à cet état, entre guillemets, de proto-adulte, si je peux dire comme ça. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, chaque expérience de la vie demande d'accepter de passer d'un stade à l'autre. La notion de mourir et renaître sont des concepts qu'aujourd'hui on ne sait pas vivre correctement. Donc pour ça, nous disions, on a plusieurs petites peaux qui se superposent. Ah voilà, là j'ai un petit bout quand j'avais 5 ans, un petit bout quand j'avais 15 ans, un petit bout quand j'avais 20 ans. Donc je suis une espèce de caméléon avec plein de petites peaux. Parce qu'il n'y a pas une correcte capacité d'assumer le fait, voilà, là tu as fini un truc, tu passes à un autre. Donc on se dépouille, on fait confiance à la vie, comme les bons serpents qui acceptent de lâcher leur vieille peau pour passer à la nouvelle peau. Évidemment, sans perdre l'expérience acquise. C'est pas un cas d'amnésie dont on parle, mais c'est un cas d'intégration de l'essentiel et enlever, c'est purifier de tout ce dont on n'a pas besoin. Déméter et Proserpine sont associés à ça. Dans la dernière, enfin, des épreuves, c'est effectivement la mort physique, quand on va quitter le corps et on va passer à un autre stade. Alors, que se passe-t-il? Le mystère de la vie et de la mort, pour les anciens, c'est des choses importantes. Bon, Déméter. Et côté masculin, on va placer Zeus, Jupiter, le tonitruant maître de l'Olympe, qui apparaît comme un personnage qui incarne le pouvoir. C'est l'expression de l'orateur puissant, vous voyez, les professeurs, les chefs d'entreprise. Lui, c'est le chef de l'Olympe, donc il n'y a pas de problème. Donc on est en pleine activité, en pleine maîtrise de ses moyens. Et on sait ce qu'on fait, d'accord? Et on est un porteur de connaissances et de puissance. Et un 4e stade, après la maturité, qui est le stade de la vieillesse, le vieillissement, qui est le stade qu'il appelle la phase de la signification. Donc, vous voyez, on était dans la sensualité, entrer dans l'action, entrer dans la maîtrise de la connaissance, le rayonnement de son pouvoir. Et après, on arrive à un stade de la quête de signification. Quand on arrive à la vieillesse,
Et là, Jung a fait un travail extraordinaire. Je fais une petite parenthèse, puisque je me suis intéressé à ça. Il a travaillé sur les âges de la vie, expliquant que la deuxième partie de la vie est très importante, aussi importante que la première, sinon on ne vivrait pas si longtemps si ça servait à rien. Alors, dans cette phase, on va se retirer un petit peu du champ d'action immédiat, et ce retrait permet d'avoir un autre regard, dans lequel on va partir à la quête du sens profond et intime des choses, la compréhension. C'est pour ça que c'est un âge associé, pour les anciens, à un certain degré de sagesse. Et là, il place la figure de Sophia, la sagesse, et la figure, en fait, du vieillard sage, en fait. Un peu la figure d'un Merlin. Vous vous souvenez, dans les cycles arthuriens. Arthur est dans le 3e stade. Enfin, je veux mettre 4 personnages, je mettrai, en quelque sorte, Galahad, Lancelot, Arthur et Merlin. Donc, c'est en fait une forme de Chronos, Saturne, le vieux maître du temps, une sagesse riche d'expérience. Et dans la figure féminine de Sophia, moi, dans mon livre, je l'ai associé aussi à Héra. Héra qui est mythologiquement l'épouse de Zeus, mais qui en réalité, c'est une déesse qui évoque le ciel dans sa totalité et le cycle de l'année, l'anneau de l'année. C'est pour ça qu'elle est représentée comme jeune fille au printemps, épousée à l'été et veuve à la fin de l'année. Et c'est un peu comme l'image des roses, les boutons, la rose ouverte et celle qui est en train de se faner. Donc, vous voyez, c'est la totalité du cycle, la totalité de l'expérience. Donc, elle libère les pouvoirs dans son état le plus subtil, et c'est pour ça que c'est elle qui initie au pouvoir les héros. Héros et Héra sont en rapport, et en particulier Héraclès. Héraclès, Hercule, ça vous dit quelque chose? Non? Bon, enchanté, vous allez découvrir tout ça. C'est très important, c'est l'héros le plus important de la mythologie grecque, et qui sera assujetti à 12 épreuves terribles. Il est mis après un moment de folie dans lequel il tue sa famille, il va se purifier à Delphes, et on lui donne comme mission de servir un roi pleutre, vraiment un personnage de mauvaise qualité humaine, mais justement son épreuve est d'être à son service, et va lui donner 12 travaux. Et les 12 travaux sont associés avec le cycle astrologique, le cycle de l'année, etc. Et en passant chaque épreuve, en fait, il libère son pouvoir. Et à la fin de tout, bon, il est mort assez tragique, mais justement, on va brûler son corps, puisqu'il y avait l'incinération, n'est-ce pas, dans ce monde grec archaïque. Mais son corps est brûlé, mais son âme immortelle s'élève à l'Olympe. Et quand il s'élève à l'Olympe, on appelle ça la théophanie, en fait, bon, voilà, l'apothéose. Apothéose parce que voilà, il devient une sorte de Dieu, il monte au monde divin, et il est adopté par la déesse Héra, qui lui donne à boire son lait. Donc il devient l'enfant de la déesse immortelle. Donc il confirme son immortalité et il le marie. On le marie à une déesse Hébé, qui est la déesse de l'éternelle jeunesse. Et il devient le roi inspirateur. Mais Héraclès veut dire quoi? Parce que pourquoi je vous raconte tout ça? Héraclès veut dire la gloire d'Héra. Donc Héraclès est l'expression de la gloire d'Héra, puisque le rôle du pouvoir au féminin dans sa clé la plus subtile est pas de chercher les pouvoirs pour soi, mais de libérer les pouvoirs chez les autres. Avis aux amateurs et aux amatrices. Donc voilà cette belle histoire. Et en plus de ça, j'arrive à la fin. Dans ça, vous voyez, ce sont des stades dans lesquels progressivement l'être qui se relie à cette complémentaire anima ou animus, enfin, vous voyez, va pouvoir à chaque fois relier la part en lui-même d'éros et de logos, dans des forces d'union et de séparation, dans des degrés de plus en plus subtils. Et le dernier degré qu'il associe à l'image du soi est évoqué, puisqu'on parle un peu d'alchimie, comme l'union du roi et de la reine. Donc symboliquement, la partie la plus haute de chaque être, et de cette union du roi et de la reine va naître un enfant divin, l'enfant d'or, etc., qui est l'expression du soi. Donc tout ça a pour objet de faire émerger dans la conscience un état qui permet l'émergence de cette conscience unifiée du soi. Donc s'exprimer de manière poétique, artistique, entre guillemets, pas romantique, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour évoquer quelque chose qui est un processus que les êtres doivent vivre à l'intérieur d'eux-mêmes pour réaliser leur réunification ou individuation.
Donc vous voyez que c'est quand même formidable. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend avec ça, Jung? Il nous apprend que donc c'est quelque part normal que l'on cherche cette union de contraires, mais parce qu'on les porte déjà en soi-même. Donc c'est normal qu'il y ait, disons, la recherche de cette complétude. Qui reprend un tout petit peu pour finir avec les thèmes des mythes, dont je voulais vous dire un petit point. Ça nous ramène au banquet de Platon. Vous savez, dans les banquets, se réunissent un certain nombre de philosophes pour discuter sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Et un parmi les participants va raconter les mythes de l'androgyne. Donc expliquant qu'au commencement, l'humanité était composée des êtres qui étaient comme des êtres un peu sphériques, qui avaient 4 bras et 4 jambes, 2 têtes, enfin, qui regardaient de 2 côtés, mais par leur hybris, leur orgueil, etc., ils ont voulu un jour détrôner les dieux. Donc Zeus a dit non, ça c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Mais au lieu de les détruire, parce qu'ils pouvaient quand même être utiles, il a décidé de les scinder en deux. Et après, comme il voyait que chacun cherchait désespérément sa moitié en courant dans tous les sens, imaginez la sphère, les bras et les jambes, donc chacun allait à l'extérieur, il a retourné ça vers les dedans, pour qu'il puisse quand même se raccrocher de nouveau. Et ce qui explique d'intéressant, comment ça s'appelle, Platon, pour justement nous expliquer la modernité, entre guillemets, de sa pensée, il dit qu'il y avait certains de ces êtres doubles, qui étaient homme-homme, masculin, d'autres qui étaient femme-femme, et d'autres qui étaient homme-femme. Seuls ceux qui étaient homme-femme avaient le pouvoir de procréer. Donc à partir de là, il trouvait que c'était naturel qu'il y ait des êtres qui cherchent leur moitié du même sexe, ou du sexe opposé. Donc, il trouvait ça comme quelque chose de tout à fait naturel. Et alors, donc, il y a cette idée, c'est à cause de ça qu'on est à la recherche, entre guillemets, de son âme sœur. Enfin, c'est une manière poétique d'expliquer ça. Par rapport à ce que je voulais dire concernant l'Orient, bon, j'expliquais des choses sur l'Inde, et là, je n'ai pas le temps de les reprendre, mais sur la Chine. Alors, la particularité de cette vision chinoise, d'abord, c'est 2 divinités qui s'appellent Nuwa et Fuxi. Nuwa et Fuxi. Enchanté. On appelle les 3 Augustes avec un 3e qui viendra après. Alors, ce sont 2 divinités qui apparaissent au commencement. Donc, ils vont s'unir et c'est avec eux que le rite de mariage est instauré pour la première fois. On les verra représentés comme ça. Moitié supérieure du corps humain et moitié inférieure 2 serpents qui s'entrelient comme ça. Donc, si vous voyez 2 petites figures chinoises humaines en haut et serpents en bas, je vous enverrai, me donnez vos mails et je vous enverrai un petit dessin. Eh bien, voilà, Nuwa et Fuxi. Et alors, Nuwa, qui est le côté féminin, porte dans la main un compas. Avec un compas, qu'est-ce qu'on peut dessiner? Un cercle. Et Fuxi porte dans la main une équerre. Avec une équerre, qu'est-ce qu'on peut dessiner? Un carré. D'accord? Pour les Chinois, le carré est l'image de la terre. Et les cercles, l'image du ciel. Et il y a des extraordinaires figures dans le musée Guimet, si vous voulez aller visiter des collections chinoises exceptionnelles, dans lesquelles il y a des tours qui ont la partie carrée superposée à la partie circulaire, l'union du ciel et de la terre. Mais l'intéressant, c'est que les féminins est la terre, et les masculins est le ciel. Donc la déesse, entre guillemets, féminine, dessine les cercles, la figure du ciel. Et la figure masculine dessine les carrés, la figure de la terre. Donc on est toujours dans cette idée du croisement des énergies pour arriver à recréer l'unité. Et qu'est-ce qu'ils vont dire aussi? Ils vont dire, les hommes et les femmes portent en eux une part de yin, une part de yang, c'est normal. L'homme est à l'extérieur de lui yang, donc plus dans l'affirmation et l'extériorisation, et à l'intérieur il est yin. La femme est à l'intérieur yang, et à l'extérieur yin. Vous voyez, donc on est toujours dans l'idée, chacun a les 2 parties, mais pas distribuées de la même manière. Et après, dans la relation entre les êtres, une espèce de hiérarchie des bases, disons, de correspondance, le degré supérieur est plutôt yang, le degré inférieur est plutôt yin, mais chacun est dans ses relations avec les autres, toujours dans la double polarité. Par rapport à certains, il sera yang, par rapport à d'autres, il sera yin. La femme sera yin par rapport à l'homme, mais elle sera yang vis-à-vis de ses enfants. Quelqu'un dans son travail sera yin
par rapport à son supérieur et yang par rapport à ses subordonnés. D'accord? Donc, l'idée, c'est toujours, il y a cette circulation d'énergie où les polarités se complètent et se complémentent. J'ai trouvé ça fort intéressant. Conclusion. La vie des couples est un roman à deux et l'amour est un talent qui se cultive. Il peut nous faire grandir s'il est vrai et réciproque. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire. J'avais marqué peut-être quelque chose dans ma conclusion. Construire un couple, c'est se confronter à l'héroïsme au quotidien. Le mariage est un parcours initiatique, un combat, une aventure. Comme le dit le philosophe Alain de Botton, qui avait fait un livre assez sympathique, L'Odyssée du couple. Non, ça c'est notre sujet. On devrait vivre sa vie de couple comme un roman d'amour écrit à deux. Un roman d'apprentissage. Car aimer, ça s'apprend, ça n'est pas inné. Alors voilà, je pense que ça c'est une nouveauté. Vous voyez, le masculin, féminin et ça, vous avez de quoi réfléchir au moins toute la nuit. L'amour est un talent à cultiver, pas seulement une émotion. Il naît d'un enthousiasme, mais pour durer et se fortifier, il requiert du savoir-faire comme une œuvre d'art. Si deux personnes qui s'aiment pensaient qu'elles sont co-créatrices de leur couple, de leur amour, elles en tireraient de la fierté et du courage. C'est ainsi que l'amour peut faire grandir les deux protagonistes. Dans un couple, chacun est à son tour maître et disciple. Il se nourrit de l'admiration réciproque et plus l'amour devient profond, plus on ressent le besoin de devenir vertueux et d'aider l'autre à développer ses vertus. Il ne s'agit pas de faire de l'autre une copie de soi-même, mais de l'aider avec tact et intelligence à s'accomplir. L'amour n'est pas une fusion, mais un ouvrage à remettre chaque jour sur son établi. Un couple doit développer un véritable art de la traduction émotionnelle, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Aimer quelqu'un, c'est avoir la générosité et l'énergie d'aller au-delà des paroles blessantes pour identifier l'ancienne douleur qui les fait naître, aider à y remédier. Tout le monde, a fortiori son conjoint, mérite d'être compris et pardonné. Il faut cesser d'exiger l'amour parfait pour se mettre à les prodiger sans calcul. L'amour vrai est réciprocité et il stimule et donne le sentiment d'être reçu, d'être accueilli, d'être amplifié. Ce sont des sentiments qui se rencontrent comme des notes qui s'accorderaient dans une musique de Mozart, Bach, Beethoven ou Chopin. Cette évolution individuelle est aussi un gage d'évolution pour l'humanité dans son ensemble. Comme disait Georges Livraga, fondateur de Nouvelle Acropole, les plus grands pas que nous faisons à l'intérieur de nous-mêmes vers le bien est d'une certaine manière un pas de l'humanité tout entière. Ainsi s'achève ce périple qui, tel une échelle, nous permet de découvrir toutes les gammes de l'amour et l'art merveilleux de créer une union durable au-delà des apparences. Puis cet ouvrage vous inspirer pour construire un couple enchanteur pour que chacun devienne soi-même, en partageant avec l'autre le meilleur de soi. Voilà, c'était aussi l'objet de ce petit séminaire et j'espère que ça aidera au moins une ou deux personnes sur l'ensemble. Et merci de votre présence et de votre attention.